Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le président Paul Biya a reçu en audience 2 émissaires. Le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo, ainsi que le ministre tchadien des infrastructures et des transports, Ahmad Abakar Hadjid. Une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA pour financer le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal. C'est l'investissement effectué par l'Italie en faveur de l'OMVS. Un appui financier essentiel à l'heure où l'accès aux semences de qualité reste difficile dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, retour sur la 2e journée du groupe C dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Journée marquée par 2 matchs nuls. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le plan d'action du gouvernement de transition est désormais connu au Mali. C'est le Premier ministre Mokhtar Ouane qui l'a présenté ce 19 février devant les membres du Conseil national de transition. Parmi les priorités du gouvernement figure notamment le respect du calendrier électoral. Le chef du gouvernement malien entend en effet organiser les prochaines élections dans le délai imparti, soit en 2022. Autre point important de ce plan d'action, le gouvernement mettra l'accent sur la sécurité. Une mesure qui comprend le recrutement de 25 000 militaires ou encore la mise en place d'un dialogue avec les djihadistes. Notons que ce plan d'action sera au cœur des débats le 22 février prochain entre les membres du CNT et le Premier ministre. Le Cameroun entend renforcer sa coopération bilatérale avec le Tchad et la Guinée équatoriale. À cet effet, le président Paul Biya a reçu ce 18 février en audience le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo, puis Ahmad Abakar Hadjid, le ministre tchadien des infrastructures et des transports. Au cœur des discussions, la gestion de la crise sanitaire dans la sous-région, encore la lutte contre le terrorisme. Joël Maribalo. Dans le cadre de ces concertations permanentes, le président camerounais Paul Biya a reçu en audience le 18 février 2021 ses homologues d'Afrique centrale par émissaire interposé. Tour à tour se sont succédés au palais d'Etoudi le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale Balthazar Ngonga Edjo et Ahmad Abakar Hadjid, ministre tchadien des infrastructures et des transports. De façon globale, les entretiens entre le dirigeant camerounais et ses émissaires ont porté sur des questions bilatérales et communautaires. Les chefs d'État ont une préoccupation sanitaire, économique, monétaire et sécuritaire. Donc dans leurs obligations, c'est faire des concertations au quotidien. Je peux oser à dire au quotidien, mais avec la distance. Ils sont obligés de déplacer les missions ponctuelles pour concerter certains aspects et avoir une idée d'ensemble. Face au chef d'État camerounais, les représentants des 2 nations sont revenus sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans la sous-région, les accords de développement intra-étatique, la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans laquelle le Cameroun et le Tchad sont fortement engagés depuis une décennie. Ce que vous devrez savoir, c'est un message dans le cadre de la relation séculaire entre les 2 pays sur le développement. La lutte contre la pauvreté, les problèmes sociaux, les problèmes qui sont liés dans les 2 pays. Rappelons qu'en tant que président en exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le président Paul Biya est régulièrement sollicité par ses pairs. Cependant, Covid-19 oblige, aucun sommet en présentiel n'est à l'ordre du jour. Toutefois, ces concertations permanentes n'excluent en aucun cas des échanges, même par visioconférence, entre les différents chefs d'État. L'actualité, c'est également ce verdict rendu par la Cour criminelle dans le procès en appel de Baradine Berdei Targio, le président de l'organisation tchadienne des droits humains. La juridiction a condamné ce 18 février le défenseur des droits de l'homme à 3 ans de prison ferme pour atteinte à l'ordre constitutionnel. Une condamnation à laquelle s'ajoute également une amende. La déception est grande pour son avocat, maître Max Lalgar, qui a par ailleurs indiqué son intention d'introduire un pourvoi en cassation. Pour rappel, Baradine Berdei Targio avait été arrêté le 24 janvier 2020 à son domicile. Arrestation survenue après qu'il ait publié sur les réseaux sociaux un message évoquant l'état de santé du président Idriss Déby Itno.
Il avait été lancé en 2014 en République démocratique du Congo. Le projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo est à l'arrêt. Cet ambitieux projet, porté par l'ancien président Joseph Kabila, visait notamment à lutter contre l'insécurité alimentaire. Depuis, le bilan est amer. Le cabinet d'audit financier Ernst & Young a établi un rapport dans lequel il énonce le manque de responsabilité financière dans la gestion de ce projet. Quelles en sont donc les causes? Élément de réponse avec notre correspondant Jacques Amboka. Bukanga-Lonzo, un projet agro-industriel de 560 millions de dollars, dont environ 150 millions déjà décaissés, est à l'arrêt. Une situation qui a conduit à un audit effectué par l'inspecteur général aux finances. Son rapport fustige les détournements qui est à la base de l'arrêt de ces projets. Pour Matata Ponyo, chef du gouvernement qui a initié ces projets, les causes de cet échec sont à chercher après la démission de son gouvernement. Il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de Bukanga-Lonzo. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet, parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. Lancé en 2014, Bukanga-Lonzo était une première phase d'un grand projet que le gouvernement devrait perpétuer dans 15 provinces du pays. L'objectif étant d'assurer l'indépendance alimentaire. Le projet, qui a fonctionné jusqu'à janvier 2017, n'a plus bénéficié d'une bonne attention de la part des responsables qui se sont succédés, note le rapport d'une enquête effectuée par un groupe de journalistes congolais. Il était question que ces premiers ministres successifs puissent donner une certaine impulsion dans la mise en œuvre de ces projets. Donc c'est à 3 niveaux qu'il faudrait situer les responsabilités. C'est à la société sud-africaine Africom Commodities que l'État congolais avait confié la gestion de ces parcs agro-industriels qui s'étend sur 80 000 hectares à 220 km de Kinshasa. 4,5 milliards de francs CFA, c'est la somme accordée par l'Italie en faveur de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Une somme destinée à financer le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve en question. L'enjeu est important pour les pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels l'accès aux semences de qualité reste difficile. Marie-Raphaël Antolo. Une enveloppe de 4,5 milliards de francs CFA sera accordée à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour le financement du projet d'appui au développement des filières sémencières dans le bassin du dit fleuve. Selon l'organisation, ce fonds vise à renforcer la production de semences de qualité et la structuration des filières dans les pays qui se partagent le bassin, soit le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Le bassin du fleuve Sénégal est aménagé pour l'agriculture. Ça permet, avec cette rétention d'eau qui est faite, de pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir plusieurs récoltes. On n'est plus dépendant des crues du fleuve. Donc les récoltes, on a des récoltes de saison et des récoltes de contre-saison. Et une fois cela est dit, il va falloir aussi améliorer justement le rendement des récoltes, et ce projet rentre en droite ligne. Parce qu'en effet, pour les petits paysans en Afrique subsaharienne, la mauvaise qualité des semences est souvent l'une des principales raisons qui expliquent les faibles récoltes. Notons que dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, l'accès aux semences de qualité demeure un véritable défi. Avec la production agricole qui sera davantage sollicitée dans les prochaines années face à une demande croissante, les initiatives se multiplient pour répondre à la demande de semences de qualité dans le pays ainsi que dans la sous-région. Ce projet que les Italiens financent rentre en droite ligne avec donc un meilleur rendement qui va permettre justement à cette région du Nord de pouvoir subvenir aux besoins des marchés sénégalais en différents produits. Vous savez, c'est une zone où on produit beaucoup d'agriculture vivrière, on produit aussi du riz, de la canne à sucre. Donc, on peut, grâce à une semence de qualité, augmenter nettement le rendement et arriver à un écosystème agricole puissant qui va ainsi permettre de faire de la région du fleuve, c'est-à-dire de tout ce bassin du fleuve, une zone économiquement très puissante dans le domaine agricole, avec de très grosses unités de transformation.
Rappelons que ce financement a été accordé le 12 février 2021 après la signature d'une convention entre le haut-commissaire de l'organisation Ahmed Diané Semega et Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur d'Italie au Sénégal. Selon Giovanni Umberto, ce projet répond à un besoin de production de semences de très bonne qualité et sera fondé sur une démarche de développement local. Dans le reste de l'actualité, un pari réussi pour la NASA. Le robot Perseverance a atterri sur Mars ce 18 février. Sa principale mission, rechercher au cours des années à venir des traces de vie sur la planète rouge en étudiant notamment son sol. Après le succès de son atterrissage, la fierté est immense pour la communauté scientifique notamment, mais aussi pour Madagascar. L'ingénieur en aérospatial Farah Ali-Bey fait partie de la mission Mars 2020. Née à Montréal, la jeune femme est originaire de Madagascar. Farah Ali-Bey qui est notamment diplômée de l'université de Cambridge. Le Soudan du Sud en proie à une importante crise alimentaire. L'ONU s'attend en 2021 à une augmentation du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Ce nombre pourrait atteindre 7,24 millions entre avril et juillet 2021. Face à ces prévisions alarmantes, le Programme alimentaire mondial s'active. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. Le Programme alimentaire mondial intensifie ses opérations au Soudan du Sud. À l'approche de la saison des pluies qui s'ouvre généralement au mois d'avril, l'organisme onusien a fait preuve d'anticipation. Des stocks alimentaires ont en effet commencé à être distribués, notamment dans le comté de Pibor, situé dans l'état du Jonglei. Face à une situation humanitaire alarmante, l'enjeu est de taille pour le PAM. Pour 2021, l'agence entend fournir une aide alimentaire à plus de 5,3 millions de personnes. Ce village d'environ 8000 personnes ne survivrait pas sans le Programme alimentaire mondial. Avec un peu de chance, si nous pouvons mettre fin au conflit et travailler avec les chefs traditionnels et les villageois, alors nous pourrons construire des digues et récolter de l'eau. Et notre présence ici ne serait donc plus obligatoire. Mais pour le moment, ils survivent à peine. Ils auraient pu mourir si nous n'étions pas là. Il y aurait une famine. En décembre 2020, l'ONU publiait un rapport inquiétant. L'organisation estime que la crise alimentaire au Soudan du Sud s'est aggravée en raison de la crise économique et sanitaire. Selon ses prévisions, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pourrait se chiffrer à 7,4 millions entre avril et juillet 2021. Autre point alarmant soulevé par les Nations Unies, cette année, 1,4 million d'enfants pourraient être victimes de malnutrition aiguë. Nous sommes extrêmement préoccupés par le nombre croissant d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants ont besoin d'un traitement d'urgence pour éviter qu'ils ne meurent. Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial travaille d'arrache-pied avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Leurs interventions conjointes ont ainsi permis en 2020 à plus de 5,2 millions de personnes de bénéficier d'une aide alimentaire. Du sport à présent avec la deuxième journée du groupe C dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Une journée marquée par le face-à-face Gambie-Tanzanie puis le match Ghana-Maroc. Bilan, les deux rencontres se sont soldées par un match nul. On fait le point avec Samantha Sabero-Sabubanga. Les matchs du groupe C comptant pour la deuxième journée de la CAN U20 2021 opposaient la Tanzanie à la Gambie et le Ghana face au Maroc. En effet, les deux rencontres se sont soldées par 2 nuls. Des résultats qui ont permis au Ghana et également au Maroc de prendre la tête de la poule C avec tous les deux 4 points. La poule C, c'est la poule où aucune équipe n'est éliminée, aucune équipe n'est qualifiée encore. Il faut attendre la dernière journée, le nul, pour savoir qui va être éliminé et qui va être qualifié. Pour se qualifier en quart de finale, il faut faire partie des 2 premiers ou faire partie des 2 meilleurs troisièmes des 3 poules. Le vainqueur de la rencontre Maroc contre Ghana pouvait valider son ticket pour les quarts de finale. Mais les deux équipes se sont quittées sur le score de parité 0-0. Dans l'autre rencontre qui s'est jouée dans l'après-midi, dans le même stade municipal de Nadibou, la Gambie rate de peu la victoire devant la Tanzanie. Après avoir dominé la rencontre de bout en bout et ouvert le score à la 37e minute, les poulains de Matar Bodj se font rejoindre à la 88e minute par leur homologue tanzanien. Score final 1-1. Rien n'est sûr dans ce groupe-là.
tout le monde peut se qualifier, comme tout le monde peut être éliminé. Même le Ghana qui a gagné 4-0 peut se retrouver en dehors de la qualification. Donc rien n'est encore sûr, même si c'est le Ghana qui tient la bonne route. Parce que le Ghana et le Maroc, ils peuvent se suffire d'un match nul pour se qualifier en quart de finale. Or, pour la Gambie et la Tanzanie, il faut forcément gagner et sortir la calculette. C'est-à-dire, il faut gagner d'abord et largement s'il le faut. Ensuite, attendre ce qui va se passer pour avoir une idée sur son futur dans cette compétition. Alors que la Gambie et la Tanzanie ont marqué leur premier point en se neutralisant, tout se jouera lors de la dernière journée de cette poule avec Ghana, Gambie et Tanzanie-Maroc. Pour toutes les équipes de la poule C, une qualification est encore possible. Avec 4 unités au compteur, le Maroc et le Ghana sont bien positionnés pour une qualification au quart de finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.